Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire relatif à la fin de vie. Donc ce webinaire aujourd'hui, il vise à vous éclairer quant à l'accompagnement de la fin de vie dans les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Donc on vient trois médecins, enfin vous serez 5 finalement, trois médecins issus de différents EHPAD pour varier les styles de pratique. Donc, nous aurons le docteur Emmanuel Mazin, praticien hospitalier du centre gériatrique de Champmaillot au CHU de Dijon. Le docteur Gaume, qui est praticien hospitalier à l'EHPAD Jacques Weymann à Havane-Avenay, dans le Doubs, ainsi que le docteur Stabil, qui est médecin coordinateur et médecin généraliste d'un EHPAD à Rougemont, dans le Doubs. Et pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'avoir les docteurs Martin et Coberlet, qui sont gériatres et membres de notre conseil d'orientation à l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Donc, n'hésitez pas, vous avez également la possibilité dans ce webinaire de vous saisir de l'onglet QR en bas de votre écran et vous pourrez également poser si d'autres questions vous viennent qui ne seront pas abordées lors de ce webinaire. Alors, je vais passer la parole tout de suite au docteur Coberlet pour introduire et poser la première question auxquelles nous aimerions répondre. Merci Cécile. Alors donc effectivement, la question de finalement c'est quoi la fin de vie en fait, hein? Comment est-ce qu'on va définir cette période? Est-ce qu'on peut définir cette période? Moi, je vais faire vraiment un propos très introductif. L'objectif, c'est vraiment de laisser les gens qui travaillent sur le terrain pour pouvoir discuter et débattre, et puis d'essayer effectivement de répondre, comme Cécile vient de le dire, aux questions que vous pourriez, enfin que vous avez déjà posées en amont et que vous pouvez poser encore pendant bien sûr la suite de ce webinaire. Donc, ce qu'on sait sur l'entrée, en tout cas cette période de l'entrée en EHPAD, c'est que l'espérance de vie moyenne d'un résident qui rentre est de 2 années. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça qui qualifie la fin de vie? Je ne sais pas. Ça reste encore à débattre. Je ne pense pas que quelqu'un puisse vraiment définir cette période de la fin de vie de façon identique pour chaque personne. Et donc, de dire, voilà, il y a des gens qui vont vivre beaucoup plus longtemps, il y a des gens qui vont vivre moins longtemps. Et finalement, on a un peu deux profils de résidents qui vont entrer dans ces EHPAD. Le premier, c'est le profil du résident qui est déjà en fin de vie et en fait, en tout cas pour lequel le projet de soins est un projet plutôt d'accompagnement palliatif, mais pour lequel le support à domicile va être insuffisant. Et on va avoir besoin effectivement de l'EHPAD en tant que structure, alors de vie, mais aussi structure de soins, pour permettre un accompagnement correct du résident. Et en théorie, celui-ci se place d'office, si je puis dire, dans la période de la fin de la vie, qui n'est pas forcément une période palliative complète d'ailleurs, hein. On pourra peut-être en reparler après. Et puis, il y a une autre partie, en tout cas, de résidents qui vont rentrer alors par choix ou par nécessité, mais qui ne vont, eux, pas se situer directement dans une période de fin de vie ou de soins palliatifs ou pour lesquels on n'aura pas statué d'un projet de soins qui va se rapprocher de quelque chose plutôt d'un accompagnement symptomatique simple et pour lesquels on va être amené éventuellement à se poser des questions en termes de réanimation, de transfert hospitalier, voilà, et vraiment d'autres questions en tout cas qui vont faire appel plutôt à l'urgence médicale et dans quel contexte et comment on organise cette urgence médicale. Voilà, donc moi c'était un petit peu le propos que je voulais faire au début de cette partie et puis de dire maintenant là, plutôt la place à qu'est-ce que pour vous la fin de vie en EHPAD, d'un point de vue du coup des 3 médecins qui exercent en EHPAD à l'heure actuelle. Alors, Bruno, tu peux commencer? Oui. Alors, voilà, la fin de vie en EHPAD, ça me gêne un petit peu parce qu'on peut parler de la fin de vie. L'EHPAD n'est pas forcément lié à la fin de vie, même si on sait bien que nos résidents resteront chez nous. Donc, c'est plus un petit peu sur le versant confort que je peux voir les choses. Pour moi, la fin d'une vie, c'est plus quand le confort devient inférieur au désagrément et quand, à mon avis, les soins deviennent déraisonnables. Voilà, c'est plus comme ça que je vois les choses parce que le risque des gens qui rentrent en forme dans nos EHPAD, c'est qu'une crise aiguë puisse d'un seul coup amener ces personnes en quelques heures sur une fin de vie. Et puis inversement, on a des gens qui rentrent en soins palliatifs qui peuvent rester heureusement longtemps chez nous. Donc c'est pour ça que voilà, c'est plus un petit peu le confort de vie chronique que je regarde, plus que réellement la fin de vie
qui peut parfois nous surprendre. Voilà. OK. Du coup, vas-y Isabelle. Non, je voulais savoir si le docteur Stabil avait le même regard. Oui, tout à fait. Moi, je rejoins complètement Bruno là, sur cette notion de confort et de bien-être. Après, moi, je reprends un petit peu ce que décrivait le professeur Aubry dans l'Observatoire national de la fin de vie. En fait, c'est cette idée d'altération des conséquences, enfin, des conséquences du vieillissement vraiment sur la vie quotidienne du résident. Est-ce que le confort est là? Est-ce que le projet est raisonnable ou pas? Est-ce que le déclin est vraiment attendu comme rapide sur une pathologie oncologique de dégradation très rapide, ou est-ce qu'on est sur l'évolution lente d'un trouble cognitif? Chaque situation est vraiment unique et mérite d'être réfléchie dans ce sens-là. Mais quand les conséquences sont trop importantes et que la qualité de vie est altérée, comme le disait le docteur Gaume, effectivement, je pense que la question de la fin de vie se pose. Il me semble également que le regard qu'on porte sur l'évolution d'un résident, c'est forcément un regard pluridisciplinaire, parce qu'on n'a pas des critères uniquement médicaux pour décréter d'une fin de vie. Souvent, ce n'est pas forcément une pathologie incurable comme on l'entend dans la fin de vie en général, mais une somme de pathologies et de dépendances. Et le regard des soignants, et notamment des aides-soignantes, qui sont vraiment très à proximité des résidents, est souvent très pertinent, et des fois, c'est nous, les médecins, qui nous rangeons derrière l'expertise des soignants, me semble-t-il. Absolument. Moi, je trouve que la question, elle est pas simple. Je vais être un peu volontaire provocateur. La fin de vie, elle commence quand on est, puisque le fait qu'on soit mortel est une angoisse structurante au niveau psychologique, c'est bien décrit. Et si on prend un peu le regard de la société, des familles et de la personne accueillie qui va devenir un résident, on va être clair, pour la plupart, il y a des exceptions, ils rentrent dans leur dernière demeure. Ils quittent, ils sont dans des positions de deuil, ils rentrent dans leur dernière demeure et ils rentrent dans le mouroir, puisque c'est quand même la perception sociétale des EHPAD. C'est la dernière demeure, c'est pour assurer la fin de vie, comme disent mes collègues, quand tout a été essayé au domicile et que ça ne tient plus à domicile. On ne rentre plus à l'EHPAD dans un lieu de vie, on rentre à l'EHPAD parce que ça ne marche plus autrement. Donc déjà, le contrat, quelque part, est complexe. Le positionnement médical, il est complexe. Le positionnement symbolique, il est émotivement, affectivement très lourd, très complexe. Et on passe notre temps en EHPAD à effectivement essayer de restaurer des projets de vie alors qu'on est sur des situations très fragiles, des situations qui, effectivement, ne dureront pas très longtemps, en moyenne 2 ans. On n'est plus sur le même paradigme des EHPAD d'il y a 20 ans aujourd'hui. On rentre très tardivement, très fragilement, très souvent avec des pathologies cognitives évoluées, pas toujours, et qui de plus vont altérer, nous, notre capacité à interroger notre patient dans ce qu'il souhaite. On pourra discuter peut-être des directives anticipées, parce que moi, ça me pose question. Donc, ce n'est pas simple, c'est pas simple. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Mais je pense qu'on a quand même, pour moi, mis en place toute la complexité et inhérente à cette complexité, toute la richesse de cette situation. Après, comment définir plus concrètement, parce qu'on a besoin de repères concrets, la fin de vie, il y a des choses qui vont s'imposer à nous, la situation pathologique de la personne, et il y a des choses qui vont venir de l'expression du souhait de la personne, soit direct, soit relayé par ses proches. Et c'est ça qui va peut-être faire qu'on aura des situations de limitation, pas de limitation. Ça va être la prise en charge de ce que nous dit l'aide-soignante, c'est on ne peut pas faire autrement. On ne va pas envoyer à l'hôpital quelqu'un à qui on ne peut même pas faire une prise de sang, peut-être. Enfin, je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, mais ça va nous poser question. Donc, même l'acceptabilité concrète et pragmatique au quotidien du soin va rentrer en ligne de compte pour définir si on fait une limitation de la démarche médicale active, proactive, soutenue par le principe de bienfaisance. Mais j'ai envie de dire que, quelque part, la réflexion elle doit être menée par pathologie. On a des repères médicaux. L'insuffisance cardiaque, c'est quand
ça ne répond plus aux diurétiques et que, par exemple, on a une insuffisance rénale majeure qui se crée quand on met nos diurétiques, on voit que ça échappe, c'est la décompensation de trop, c'est la énième de trop qui va normalement nous pousser sur nos critères médicaux à ne pas tomber dans l'obstination déraisonnable. Mais voilà, ça c'est un exemple finalement très simple, même s'il est déjà lui-même pas simple à la décision. Là où pour moi ça pose beaucoup plus de difficultés, c'est dans les situations de troubles cognitifs. Et l'évaluation de la qualité de vie est très périlleuse, très dangereuse, très dangereuse je trouve. Moi je suis sur l'EHPAD que depuis 1 an et demi, et je me suis retourné vers mes collègues qui sont là depuis un peu plus longtemps en leur disant, pour certains résidents qui sont confinés au lit, aussi relationnels, avec une toilette difficile à réaliser, qui continuent de manger, qui ne reconnaît plus ses proches, ainsi de suite, quelle est la qualité de vie? Alors, c'est un peu démagogique ce que je vais vous proposer, mais ma collègue m'a répondu, j'en avais un qui verbalisait jamais rien, qui était très végétatif pour parler simple et direct. Et un jour, il m'a sorti une phrase. Le jour où je lui ai demandé comment il allait, il m'a dit « Ouh, je suis fatigué ». Donc déjà, ouf, un instant où le cognitif lui permettait d'accéder à la verbalisation. « Ouh, je suis fatigué ». Ah bon, pourquoi ? Je reviens d'une promenade en forêt, c'était vraiment magnifique, mais j'ai beaucoup marché, je suis fatigué. Voilà. Lui, c'est un confiné au lit, qu'on nourrit, qu'on nettoie, je vais volontairement être provocateur une fois de plus, dont on s'occupe du mieux qu'on peut dans notre care, dans notre nursing, avec toute cette réflexion d'équipe, et qui montre bien qu'évaluer la qualité de vie à titre individuel n'est pas simple du tout. Et que là où les patients ne peuvent pas verbaliser, on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose. Et voilà, ça peut être dangereux de se dire celui-là, il n'a plus de qualité de vie. Ce n'est pas simple. Alors, bien sûr, quand il y a une toilette qui est complexe, avec de l'agressivité, on doit se battre, on doit lui faire violence. Oui, ça rentre en ligne de compte. De manière concrète, ça s'impose à nous, cette situation. Mais on voit bien qu'il faut se méfier de cette évaluation de la qualité de vie, il faut savoir la pondérer, la limiter, et il faut savoir surtout éviter de projeter notre propre souhait de qualité de vie dans une situation qu'on ne connaît pas, qui a évolué vers un monde complexe qui est celui du trouble neurocognitif, monde complexe au sens relationnel du terme. Donc voilà ce que j'aurais plutôt tendance à dire. Alors concrètement, si on veut quand même rester concret, le trouble neurocognitif majeur, quand il n'y a pas trop de soucis psychocomportementaux, que la prise en charge est relativement simple, je reviens à mon patient de tout à l'heure, on aurait tendance à dire aujourd'hui, je crois, vous pouvez me corriger les collègues en gériatrie, que le tournant vers la phase terminale de la fin de vie, c'est la disparition de la déglutition, ou ce trouble de déglutition qu'on attribuera au trouble cognitif après avoir éliminé d'autres pathologies pouvant être facilement résolutives. Mais on voit bien que voilà, la notion de fin de vie est complexe. Et juste pour terminer, à titre anecdotique, il y a des cultures dans le Proche-Orient qui, pour les jeunes femmes, dès qu'elles ont appris à coudre, elles ont moins de 10 ans, elles commencent à coudre leur linceul. Donc, on voit bien qu'il y a des paramètres culturels, il y a des paramètres symboliques, il y a cette notion de mouroir, de « je rentre là pour ma fin de vie », il y a ces directives anticipées au milieu, il y a la situation clinique, il y a la possibilité de prise en charge et ses limites, il y a l'expression des uns et des autres. Ce n'est pas simple, c'est pas simple. Si vous voulez bien, parce qu'il y a beaucoup de questions, on va partir. En plus, il y a beaucoup de participants qui reposent des questions sur ce sujet-là, sur les volontés du résident et sur la place des directives anticipées. Comme tu le disais, beaucoup de résidents ont des troubles cognitifs. Alors, ça dépend des EHPAD, mais tu disais là qu'à Champmaillot, c'était 90%. Et comment faire surgir la volonté d'un résident atteint de troubles cognitifs et quelle est la place des directives anticipées. Certaines directions, on en parlait et vous nous direz vos pratiques, incitent très fortement à faire des directives anticipées au moment de l'entrée du résident en EHPAD, ce
qui peut sembler assez catastrophique sur un plan symbolique, puisque théoriquement, c'est rentrer dans un lieu de vie. Et si on vous dit d'emblée, ben voilà, vous entrez en EHPAD et c'est quoi les pompes funèbres que vous avez choisies et quelles sont vos directives anticipées, c'est quand même assez violent. Mais quel est le bon moment pour parler de directives anticipées? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des directives anticipées? Est-ce que ça ne peut pas être, comme l'a signalé un médecin d'EHPAD, une double peine parce qu'une personne âgée, hospitalisée aux urgences, qui a fait des directives anticipées de non-acharnement thérapeutique, risque de se voir refuser des soins qui ne rentreraient pas du tout dans l'obstination déraisonnable. Et je voulais juste, et après moi je me tais, vous citer un exemple de directive anticipée que personnellement je trouve intéressant, qui a été co-dirigé par le docteur Manière, donc qui est médecin à la fois coordonnateur et médecin traitant d'un EHPAD de la Mutualité à Talent-vers-Dijon. Et donc, son modèle de directive anticipée, c'est donc une lettre écrite, signée, datée du résident, qui rédige les présentes directives anticipées pour le cas où il ne serait plus en mesure de s'exprimer au moment de sa fin de vie. Je suis atteint d'une insuffisance respiratoire sévère et évolutive pour laquelle il n'existe pas de traitement curatif. J'ai conscience que cette maladie peut conduire à un état de détresse respiratoire aiguë et que je peux décéder lors d'un tel épisode. Je crains que cette détresse respiratoire soit particulièrement inconfortable, souffre de souffrances physiques et ou psychiques insupportables. J'ai été clairement informée par le docteur Manière du principe de sédation active dans ce genre de circonstances. Le but est de me faire perdre conscience pour m'éviter d'être confrontée à une sensation d'étouffement ou tout autre signe inconfortable pour lequel il n'existerait pas de traitement curatif. J'ai pu consulter différents documents remis par le docteur Manière au sujet de cette sédation. J'ai discuté avec mes proches de cette sédation. J'ai bien compris qu'elle pouvait être transitoire, c'est-à-dire stoppée si le ou les symptômes inconfortables ont disparu et que mon pronostic vital n'est pas en jeu à court terme, ou profonde et continue en cas de décès inéluctable à court terme. Je fais confiance au docteur Manière et aux soignants de la résidence pour décider du moment et des modalités de mise en œuvre de cette sédation, au cas où je serais dans l'incapacité de participer au choix thérapeutique. Je ne souhaite pas être hospitalisée dans ce genre de circonstances, sauf à ce que des soins visant à soulager mes symptômes ne soient pas réalisables à la résidence et puissent être dispensés à l'hôpital. En l'absence du docteur Manière ou d'infirmière dans l'établissement, je souhaite que ces directives soient communiquées avec une synthèse de mon dossier médical aux médecins me prenant en charge à la résidence, aux urgences ou par téléphone au centre 15. Et il rappelle le nom de sa personne de confiance. Donc voilà, ça c'est un modèle peut-être idéal, je ne sais pas, vous me direz, de directive anticipée. Oui, alors je vais prendre la parole. Donc, les directives anticipées, moi, je ne suis pas très à l'aise avec les directives, puisque déjà, comme on l'a dit, beaucoup de troubles cognitifs dans nos établissements. Là, secondairement, c'est quand est-ce qu'on fait nos directives anticipées? Il n'y a pas vraiment de bon moment. Quand ils arrivent, c'est brutal. Quand ils sont présents depuis quelque temps, pourquoi ce moment-là? Et puis, quand ils sont en forme, ça me gêne. Quand les gens ne sont pas bien, ça me gêne encore plus. À vrai dire, ce qui m'embête un peu dans les directives anticipées, c'est le côté un peu administratif. Ce n'est pas tellement le côté éthique ou médical, c'est plus un petit peu cette obligation administrative. J'ai deux choses aussi qui me gênent dans les directives, c'est que j'ai un patient qui m'a dit, moi, vous ne me réanimez pas, vous ne m'hospitalisez pas, je ne veux absolument rien. Et ce monsieur me fait un infarctus, je lui fais le CG et je lui dis, écoutez, vous êtes en train de faire un infarctus, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, oh, vous m'hospitalisez. Je dis, oui, mais vous aviez dit que. Il me dit, oui, mais là, je ne veux plus, je veux être hospitalisé. Donc, j'appelle sa fille qui avait bien spécifié qu'elle était d'accord avec ses directives, qui me dit, non, 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 vous l'hospitalisez. Il a été hospitalisé, ça s'est très bien passé, il est revenu rapidement, c'était très bien. Et puis, j'ai lu un article tout récemment où il y a un monsieur qui avait spécifié qu'il voulait absolument être réanimé dans des directives anticipées, qui est allé en réanimation. En réanimation, ils ont décidé que c'était déraisonnable et a priori, c'était vraiment une pathologie qui échappait. Et a priori, la famille, je crois, a porté plainte et ça a mis des difficultés parce qu'ils ont quasiment eu gain de cause. Voilà.
Donc, moi, les directives anticipées, voilà, c'est les difficultés que j'ai avec ça. Je trouve que la lettre du docteur Manière est très, très bien faite. Effectivement, pouvoir s'en inspirer. Puis, je crois qu'Antoine avait aussi des pratiques qui étaient intéressantes. Moi, je trouve cette lettre très complète par rapport à l'immense majorité des directives anticipées qu'on arrive même des fois péniblement à recueillir, où les gens vont nous mettre « je ne souhaite pas d'obstination déraisonnable ou d'acharnement thérapeutique ». Et débrouillez-vous avec cette notion vague. Qui souhaiterait une obstination déraisonnable? C'est ce que la remarque que faisait notre confrère dans son courrier. Enfin, ça tombe sous le sens. Et finalement, le document est rempli et consigné dans le dossier. L'administration est contente parce que le taux de recueil de directives anticipées est très bon. Mais au final, sur le terrain et au lit du malade, on n'avance pas vraiment. Donc, je pense que l'absolue nécessité, c'est d'être précis. Alors, cette lettre-là, on a l'impression presque que c'est un dossier de soins urgents qu'on a transmis finalement à l'urgentiste qui va arriver dans la chambre, une observation médicale. On se doute bien qu'elle émane pas en ces termes-là directement du patient, mais clairement du médecin. Mais finalement, est-ce que c'est pas notre rôle aussi de donner cette information claire, loyale, appropriée à notre patient qui finalement y consent? Parce que la majeure partie des gens à qui on dit vous pouvez écrire ça sur une forme de papier libre, ils sont complètement devant un syndrome de la page blanche. Donc, est-ce que ce n'est pas notre rôle aussi de dire voilà ce qui peut se passer dans votre maladie, voilà ce qui peut se passer en aigu comme en chronique, ce que j'aime beaucoup dans la directive anticipée là en question, ce qui prouve aussi que l'information a été bien délivrée à notre patient. Alors, nous, dans l'établissement, on avait choisi au départ d'annexer la feuille de directives anticipées au livret d'accueil, et puis on se constatait que 2, 3, 4 mois après, rien n'était rempli, bien évidemment. Et puis, on s'est posé ensemble la question de savoir si finalement, on n'allait pas humaniser un petit peu ce recueil, et on a pris le parti de faire participer à la fois notre cadre de santé et notre psychologue, qui allait conjointement plusieurs mois après l'admission du résident, parce qu'il était pour nous très compliqué d'aborder cette question-là à l'admission du résident, mais de le faire 1 ou 2 mois après, au moment où on va refaire un bilan neurocognitif, au moment où on va réaliser d'autres évaluations gérontologiques, d'aller avec 2 personnes aussi par souci de représentativité, être sûr qu'il n'y ait pas de biais d'interprétation des propos du patient, et pour arriver à objectiver un petit peu les propos, reposer les bonnes questions, reformuler les souhaits du résident. On se pose toujours le problème des capacités cognitives des patients, mais je pense que la présence d'un trouble neurocognitif ne doit pas exclure la possibilité d'évoquer les questions relatives à la fin de vie. On peut avoir un patient avec un MMS à 11 qui va, dans la journée, geindre, dire qu'il en a marre, qu'il voudrait que ça s'arrête, sans avoir signé un document sur des directives anticipées. Et pour moi, ça vaut tout autant. Sur le plan en tout cas éthique et médical. Donc voilà, je me méfie beaucoup de cette capacité cognitive en se disant le MMS est à 11, on n'aura jamais de directive anticipée. Je pense qu'on a d'autres éléments d'évaluation objective qui peuvent être un syndrome de glissement, des râles agoniques, une douleur manifeste, ce genre de choses qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, le fait d'aller humaniser ce recueil de directives anticipées me paraît intéressant, et c'est ce qu'a fait notre confrère quand il allait aider son patient à le rédiger, parce que clairement, on avait un lien humain là-dedans, et laisser le résident seul face à la rédaction de cette directive anticipée me paraît très difficile. Moi, je voulais juste ajouter, donc je suis globalement tout à fait d'accord avec ce qui est dit. C'est vrai que c'est très compliqué l'entrée en EHPAD. Et au final, on se dit, mais en fait, cette question-là, de débat des directives anticipées, elle devrait se faire avant l'entrée en dépendance, dans le contexte d'une maladie chronique, bien entendu, évolutive. Donc là, je vais prendre le cas des troubles neurocognitifs, mais ça devrait être fait avant. On a des dispositifs d'annonce qui existent, qui devraient en théorie être le lit, ou en tout cas le moment le plus approprié en dehors d'un phénomène aigu, en dehors d'un déménagement qui peut être subi pour une partie, de se dire finalement le moment le plus opportun de parler, et là pas de la mort, parce que finalement on a l'impression que les patients parlent assez facilement de je veux être incinéré, je voudrais une cérémonie religieuse ou pas. C'est la dépendance qui est très difficile à aborder. C'est de dire, vous allez avoir une dépendance qui va se majorer progressivement. Et j'ajouterais que les modèles sur lesquels on les renvoie, les modèles officiels qui existent, les placent dans une situation extrêmement inconfortable de devoir être expert. Parce que le papier de « j'ai une pathologie chronique », donc ce n'est pas « je rédige mes directives hors pathologie », il va les amener immédiatement à cocher des cases du type, alors pour ceux qui ne rédigent pas sur papier libre, je veux ou je ne veux pas être intubé. Moi, j'avoue que j'ai du mal
à envisager que quelqu'un qui est considéré comme profane, qui doit en fait dire ce que pour lui est un acharnement thérapeutique ou une obstination déraisonnable et qui va varier d'un individu à l'autre sur son âge, sur les pathologies, sur ses croyances, sur voilà, tout ce qu'il est, toute sa personnalité, de devoir cocher « je veux ou je ne veux pas être intubé » va dépendre en fait de la pathologie aiguë pour laquelle il aurait besoin de cette intubation. Donc, c'est faire un espèce d'amalgame et un fourre-tout dans lequel on va mettre tout, mais reposant sur des actes techniques, en fait, pour lesquels, en fait, c'est impossible d'anticiper la totalité des défaillances qu'il pourrait présenter et qui va servir effectivement de faire valoir, de dire il a coché qu'il ne voulait pas être intubé, quand bien même c'est quelque chose de transitoire et pour lequel il n'y aurait pas besoin d'un délai d'hospitalisation extrêmement important. Donc, je trouve que c'est sans explication, sans information, sans peut-être prendre le temps de cette information et de l'aide à la rédaction de ces directives. Je trouve que les formulaires ne sont pas extrêmement bien faits parce qu'ils demandent de la technique, en fait. Voilà. Et puis, ne jamais oublier que c'est réévaluable dans le temps et que les directives anticipées ne dispensent absolument pas de demander aux résidents au moment où survient une pathologie aiguë, comme le docteur Gaume citait avec le monsieur avec l'infarctus, c'est pas parce qu'on a dit qu'on ne voulait pas être hospitalisé que le jour où arrive une pathologie aiguë, on a le même avis. Et l'ambivalence est propre à tout être humain. Et comme dans l'annonce d'une maladie cognitive, je pense que ce qu'on n'envisagerait pas comme supportable au début de l'annonce peut, quelques années après, être tout à fait supportable. Et donc, il y a une évolution dans le temps du fait de nos capacités d'adaptation. Et juste pour répondre à une question d'une participante, les directives anticipées ne peuvent pas être remplies par la famille. Ça n'a aucun sens. Dans les directives anticipées, bon, l'intérêt que j'y vois néanmoins, même si parfois je les appréhende un peu, l'intérêt, c'est quand on hospitalise les gens, savoir, mais ça n'empêche pas forcément d'hospitaliser, mais ça peut un petit peu rassurer aux urgences, par exemple, de dire, bon, on a vu les directives, on n'ira pas jusqu'à l'intubation. Donc ça, c'est assez quand même bénéfique. Et puis, l'autre intérêt pour nous en direct dans l'EHPAD, c'est pouvoir justement avec la famille dire, voilà, il y a des directives anticipées, je sais que vous voudriez une hospitalisation ou telle et telle chose, mais votre proche ne le souhaitait pas et on irait plutôt dans ce sens-là. En général, ça apaise les choses. C'est ça qui est pour moi quand même bénéfique dans les directives. Mais en tout cas, le dialogue est plus intéressant. Sur Maillot, on n'y arrive pas, hein, avec 90% de troubles cognitifs. Et je vais être très concret là aussi, on n'y arrive pas parce qu'on ne sait pas faire et je rejoins le docteur Gaume, on est gêné à plein de moments du séjour sur l'EHPAD pour aborder le sujet. On est gêné culturellement, on ne sait pas faire. Techniquement, je ne sais pas faire comment aborder la notion de directive anticipée. J'arrive tout au plus régulièrement quand mon résident me tend une perche à parler de ce que pourrait être la suite, de ce que pourrait être la nécessité de soins, la technicité, l'agressivité de la prise en charge médicale, pour voir comment il réagit par rapport à ça, pour essayer de recueillir un souhait, un positionnement. Mais effectivement, alors, je pense que j'aurais besoin, moi, personnellement, d'une formation à comment dédramatiser et comment savoir présenter les directives anticipées. Ce qui est réalisé par le docteur Stabil est une approche que je trouve extraordinaire et très intéressante, justement, pour réussir à en faire quelque chose malgré tout. Donc moi, j'avoue que oui, quand ils ont le papier entre les mains donné par l'administration à l'entrée, un papier mal photocopié, illisible, écrit en tout petit, avec beaucoup de texte, qui est très impersonnel, les quelques-uns qui sont en capacité de le lire, pour l'instant, sur mes dernières entrées, c'est « mais qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Mais ils sont très angoissés. Ils rentrent pour leur fin de vie, mais pour autant, la confrontation à ce que ça peut être concrètement n'est pas simple. Réussir à l'anticiper avant, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour que ça soit pertinent le jour J. Et pour éviter, là aussi, la projection de « moi, je vais très bien », si je vais moins bien, je ne veux pas grand-chose, je ne veux surtout pas me dégrader. Et pour autant, je rejoins
Isabelle Martin, qui dit qu'avec l'évolution de la dégradation, il y a des capacités adaptatives mystérieuses humaines qui font qu'ils continuent de vivre, alors qu'ils ne passent pas tous en syndrome de glissement quand ils sont dépendants. On le voit bien, ça. Mais moi, j'aurais tendance même à revenir sur le mot de directive et d'expression de la volonté. C'est des termes qui me gênent en tant que tels, parce que ça reste un contenu extrêmement, qui est plutôt négatif. C'est plutôt, on va essayer de donner des instructions par anticipation relatives au traitement qu'on désire recevoir ou ne pas recevoir. Mais c'est plutôt un refus anticipé d'un certain type de soins que de donner des directives. Pourquoi je pose ça? C'est parce qu'on a parfois, effectivement, et ça c'est le lot des familles qui vont être dans l'exigence de la réanimation, l'exigence de l'intubation, l'exigence de la voie centrale, l'exigence d'un soin technique maximal pour le maintien en vie. Mais la notion de directive anticipée leur donne cette impression de pouvoir qu'ils n'ont pas. Et je trouve que ce n'est pas honnête par rapport au patient, au résident ou à sa famille. Parler de refus anticipé ou parler effectivement plutôt de « je veux », sous-entendu la volonté, j'exige, l'absence de consentement à un traitement est déjà plus humble et plus près de la réalité. Je penserais. Enfin, encore une fois, et là je rejoins ce que disait Dr Sabile, c'est que je reviens toujours à mes troubles cognitifs vu ma population. Comment faire émerger quand justement il y a déjà eu un déficit qui s'est installé psychique, cognitif, et faire émerger malgré tout une certaine compréhension de situation et un positionnement, ce n'est pas simple. Mais on est plutôt, pour l'instant encore, je penserais sur une culture de dévaluation systématique de la capacité de choix et d'expression, de dégradation, on parle d'incapacité, plutôt que de présumer capable, et encore capable, la personne d'expression. Et cette inversion de paradigme, peut-être, serait intéressant à mettre en place pour mieux recueillir chez ce patient qui ne comprend rien et qu'on ne comprend pas, malgré tout, quelque chose de l'ordre de l'expression du souhait et du désir. Et ça ne vaut pas que pour la fin de vie. Mais pour revenir aux directives anticipées, voilà, moi je trouve que ce n'est pas simple, je ne sais pas faire. Et nous, ce qu'on a mis en place sur un travail de longue haleine, c'est plutôt des niveaux de soins qui vont servir à SOS médecin qui passe la nuit quand l'infirmière, même pas l'infirmière, l'aide-soignante de l'EHPAD appelle parce qu'il y a une dyspnée aiguë, qui vont les aider à se positionner sur le plan médical pour décider j'hospitalise, j'hospitalise pas. Ces niveaux de soins, c'est quelque part, pour l'instant, dans leur utilisation, une aide à la décision donnée au patient donnée au médecin qui ne connaît pas le patient et qui intervient en aigu, une aide à la décision par ceux qui connaissent bien le patient. Et dans cette situation de niveau de soins, dans l'idéal, et c'est le temps qui le permet, c'est de le compléter par cette notion de refus anticipé, le patient pouvoir mettre à côté de la case purement technique médicale, je pense que ces réserves fonctionnelles ne permettent pas d'aller jusqu'à tel niveau de soins. Le patient, lui, en tout cas, il aurait voulu ça. Et après, bon courage pour effectivement arbitrer tout ça. Mais que ce soit les directives ou les niveaux de soins, ils achoppent sur des situations qu'on n'arrivera pas à prévoir, aiguës, finalement facilement réversibles, pour lesquelles on pourrait peut-être imaginer une intubation qui va durer que 24 heures ou un peu de VNI. Comment on y va? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Ce n'est pas simple. Ça ne sera jamais simple. Mais peut-être que la mise en place de niveaux de soins enrichis par le souhait du patient, à défaut exprimé par le relais familial, pourrait avoir une force et un objectif concret par rapport à l'hospitalisation, pas hospitalisation, et ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai des patients et des familles qui me disent « Nous sommes contre l'acharnement thérapeutique, mais je veux pas d'acharnement thérapeutique, mais je veux bien aller en réa. » Alors, ça va me permettre du coup de faire le relais justement pour qu'effectivement on puisse engager justement sur finalement quelle va être la place de la famille dans cette prise de décision et dans ses soins et effectivement en EHPAD, comment la famille va pouvoir s'investir là-dedans effectivement et être soit un moteur, soit un frein parfois. Je te laisse continuer Isabelle du coup.
Oui, on a eu beaucoup de questions et c'est bien normal hein, sur la place de la famille en EHPAD. Je rappelle quand même que cette place, elle a été entre guillemets sacrifiée pendant presque 2 ans avec le Covid et qu'on s'est rendu compte qu'un EHPAD où il y avait seulement des résidents et des soignants, c'était quand même assez catastrophique pour tout le monde. Donc bien sûr que la famille a toute sa place en EHPAD, mais les questions, c'est voilà, quelle est vraiment sa place dans l'accompagnement de son proche en fin de vie, comment on accompagne elle-même ces familles en difficulté et comment on les accompagne quand elles sont, ce qui arrive assez souvent, dans le déni de la fin de vie des proches. Donc, si je peux me permettre juste une messieurs, petite remarque voilà. qui fait la transition en fait avec ce que disait le docteur Mazen et qui est très intéressant, mais en fait, finalement, peut-être que les directives anticipées, tout ça, sont intéressantes aussi vis-à-vis de la famille. C'est-à-dire que nous, on se dit, le patient fait un arrêt cardiaque, est-ce qu'il y a des directives anticipées? Qu'est-ce qu'on fait? Mais finalement, je pense que 80% des cas où on a ressorti des directives anticipées étaient finalement avec des familles qui posaient la question chez un patient présentant des troubles cognitifs majeurs et ne pouvant plus s'alimenter seul, par exemple, de demander à l'équipe soignante une nutrition parentérale. Vous ne pourriez pas lui poser une petite sonde et puis le booster pendant 15 jours, docteur, il se remettrait quand même. Et là, la question de mais quel est le bénéfice attendu, qu'est-ce qu'on peut espérer derrière, se pose. Et finalement, je crois que tout le monde est d'accord, enfin, beaucoup de gens sont d'accord pour ne pas vouloir un tuyau dans la gorge. C'est beaucoup plus délicat quand il est question d'hydratation, de nutrition. Voilà. Et là, la place de la famille prend tout son sens parce que je touche du bois, on a la chance d'avoir très peu de conflits et des familles qui sont extrêmement confiantes en notre prise en charge, heureusement. On leur accorde aussi, je pense, et c'est indispensable, le temps qu'il faut pour en discuter en équipe surtout. Parce que, comme tout à l'heure, on parlait de la place de l'aide-soignante dans l'évaluation d'un patient mourant, mais la place d'une aide-soignante dans l'aide au repas, dans les capacités nutritionnelles, on a quand même des familles qui vont nous dire « Mais docteur, ma maman mange parfaitement bien, elle mange toute seule. » Non, ça fait 1 mois qu'on lui donne à manger, on met 45 minutes pour lui donner 5 cuillères d'eau gélifiée. Et en fait, entendre aussi de l'équipe soignante ces choses-là valent, à mon avis, aussi fort qu'une directive anticipée. Mais voilà, il est arrivé effectivement qu'on sorte certaines directives anticipées sur une notion d'acharnement. Est-ce que nourrir à la cuillère pendant 45 minutes quelqu'un qui ne peut déglutir que 5 cuillères sur 24 heures a un vrai bénéfice nutritionnel? Ça paraît compliqué. C'est sûrement un des versants de la loi Léonie-Ticlès qui est la plus difficile à comprendre pour l'entourage, c'est que l'alimentation et l'hydratation artificielle sont des traitements et pas des soins, parce que régulièrement la famille se dit on va le laisser mourir de faim, on va le laisser mourir de soif. Et ça, moi je me réfère souvent à un document des soins palliatifs qui s'intitule comme ça, il va mourir de faim, il va mourir de soif, et quel argumentaire les équipes soignantes peuvent donner aux familles pour les rassurer sur le fait que s'il y a des soins de bouche corrects, il n'y aura pas ni sensation de faim, ni sensation de soif, mais plutôt un certain confort majoré pour le résident. Mais c'est souvent là que ça achoppe, effectivement. Alors, le problème avec les familles, bon, je pense que moi, j'essaye vraiment que ça soit un rôle essentiel parce que je trouve j'essaye de surtout pas priver des proches, voler un peu la mort du résident. Donc, vraiment, je les implique toujours au maximum parce que je pense que c'est elles qui sont aux premières loges, elles qui ont un risque de deuil pathologique. Et donc, l'idéal, quand on peut, c'est pouvoir anticiper les choses en les voyant régulièrement, parce que moi, il n'y a rien de pire. Évidemment, il y a plusieurs services dans notre structure et je ne m'occupe pas de tous les résidents, j'ai des collègues. Et du coup, il n'y a rien de pire que quand un collègue est en vacances, de prendre la suite et puis d'annoncer une mauvaise nouvelle de dégradation à une famille qu'on ne connaît pas. Donc ça, je pense, c'est la difficulté. Et donc, quand on le peut, l'idéal, c'est de pouvoir anticiper puis parler aux familles. Alors évidemment, il y a le médecin, mais il y a aussi les soignants. Je me suis aperçu que quand on a des équipes bien au clair avec ça et surtout impliquées, ça fait un énorme travail parce que justement, comme tu disais Antoine, elle le voit, l'aide-soignante peut dire, bah, vous savez, je mets énormément de temps à donner à manger. Et puis l'infirmière peut dire, vous savez, il y a ça qui se dégrade, il y a ça qui ne va pas. Et puis, en plus, non seulement les familles ont plus l'habitude de voir les soignants,
mais en plus, ça banalise un petit peu, ça fait moins médical et je trouve que c'est d'autant plus rassurant et intéressant pour les familles quand ça vient de l'équipe soignante. Et bon, concernant l'hydratation, moi, je suis toujours un petit peu en difficulté vis-à-vis de l'hydratation. Ce que j'ai remarqué aussi avec les familles, c'est que pour l'hydratation, ils ne demandent jamais combien on apporte, c'est si on apporte de l'hydratation. Et en fait, parfois, je diminue doucement mon hydratation de manière à ce que ça ne soit pas brutal et je diminue à 250 cc par jour, ce qui est vraiment rien du tout, mais on peut maintenir cette perfusion. Je sais que c'est un peu hypocrite, mais c'est comme ça parfois que j'arrive à faire. Et puis, je pense surtout, ce qui est important en EHPAD, avec le manque de personnel et parfois le manque de moyens, les familles n'entendent pas qu'on fait des soins spécifiques en arrêtant d'hydrater. Ils pensent qu'on n'a pas le temps d'hydrater, que du coup, les gens boivent et ne mangent pas. Et c'est ça qui est tout le travail de l'équipe, de bien expliquer que tout ce qui est fait est réfléchi et bien fait et pas une erreur ou quelque chose qui tombe comme ça et c'est du genre foutisme. Voilà. C'est ça surtout ce qui est important. Encore une fois, c'est préparer et informer. Voilà. Après, tout le monde est prêt à entendre, mais le vrai problème, c'est de pouvoir avoir le temps et puis avoir en face les familles qui vont prendre le temps d'écouter et venir aux bons horaires. Il y a aussi des familles, pour éviter, vont venir à des horaires qui ne nous arrangent pas et un peu plus compliqués, d'où l'état vraiment, enfin, le rôle essentiel des équipes. C'est effectivement très chronophage, parce qu'on se heurte à là aussi j'ai envie de dire des injonctions archaïques, génétiques. Le fait de nourrir, si on veut parler de ça, ça fait partie de nos réflexes archaïques, de nourrir celui qui n'arrive pas à se nourrir tout seul. On prend le nouveau-né, on ne se pose même pas la question. C'est un élan vital et c'est un élan humain. Voilà, on est programmé pour. Après, oui, effectivement, on a toute cette œuvre de pédagogie à réaliser, aussi bien auprès des équipes qui parfois sont dans la poursuite d'une alimentation dangereuse, périlleuse, illusoire, on va oser le terme, là encore, déraisonnable, faire œuvre de pédagogie, expliquer qu'en toute fin de vie, au bout de 24 heures sans alimentation, il y a des hormones de satiété qui se mettent en place, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place qui font qu'on ne souffre pas de la faim. L'hydratation, effectivement, ce que disait Isabelle Martin, c'est l'état de la bouche qui va faire qu'on ne souffre pas de l'hydratation. Et moi, je cite régulièrement des vieilles études de soins PAL qui montraient sur des situations déshydratées de fin de vie qui ont été médicalement réhydratés, des patients qui, certes, étaient plus vigilants, mais étaient beaucoup, beaucoup plus inconfortables. Donc, voilà. Après, autant l'alimentation, c'est simple, autant l'hydratation, il peut y avoir du pour et du contre dans son maintien en toute fin de vie. Si la personne garde des capacités relationnelles et pas trop de souffrance, ça permet qu'elle continue de communiquer avec sa famille, d'une part, et avec l'équipe, et donc d'évaluer la situation. Au moment où il y a trop de symptômes, et ça devient quelque chose qui fait perdurer une situation d'inconfort. Donc, quelle est la place de la famille? Ce n'est pas simple. Et je pense qu'on est j'aurais tendance à dire que c'est un peu l'enjeu ces prochaines années dans les EHPAD, c'est quelle place on donne aux familles, parce que pour l'instant, elle est assez réduite. Moi, je vois sur Champmaillot, c'est un EHPAD intra-CHU, très technique, avec des patients très lourds, très médicalisés quelque part, à cheval entre l'hôpital et le vrai lieu de vie, où on essaie de faire surgir la notion de lieu de vie qui n'est pas simple tous les jours. Mais effectivement, culturellement, admettre qu'une fille, un fils participe à un soin auprès de notre résident, mais c'est quand même leur proche, est encore très difficile en 2023. C'est cette place-là, ce partage de pouvoir n'est pas encore facile à délimiter. On n'arrive pas à lâcher le nôtre. On a peur de se faire envahir par cette famille qui aura des demandes exorbitantes. On a beaucoup de fantasmes, nous aussi, de notre côté, à combattre pour petit à petit réussir à donner cette place qui, je pense, est nécessaire auprès du proche, même en dehors de la fin de vie quelque part, même en dehors de la fin de vie. On aura toujours des familles en difficulté qui ont besoin de plus d'aide, qui seront dans la demande, qui sont fusionnelles, tout ce qu'on veut, avec les inversions de position parentale liées à l'aide qu'elles ont déjà prodiguée au domicile pendant 10 ans. On aura toujours cette problématique-là, mais c'est le rôle des EHPAD de les gérer. Et j'ai envie de dire que les crises récentes dans les EHPAD, pour moi, nécessiteraient qu'on fasse encore plus rentrer les familles
auprès de leurs résidents pour leur montrer qu'on n'est pas là contre eux, on est là avec eux pour faire ce qu'on peut, du mieux qu'on peut auprès de nos résidents. Après, Donc, sur la question du coup de la famille, je suis désolée, docteur Mazan, il va falloir qu'on avance parce que sinon, on ne va jamais tenir le temps, malheureusement, même si c'est passionnant. Je vais rebondir du coup sur la place de la famille. Il y a aussi la place de tout ce qu'on va, en tout cas d'équipes ressources, hein, qui peuvent être aussi, je pense, une véritable aide, soit dans le dialogue avec la famille, parce que ce sont des gens qui vont arriver peut-être en plus ponctuel et que vous ne suivez pas, entre guillemets, au fur et à mesure du séjour du résident, en tout cas à l'EHPAD, c'est la place des équipes mobiles de soins palliatifs, éventuellement des équipes mobiles de gériatrie, et un peu votre expérience et votre retour par rapport à ce qu'ils peuvent vous apporter dans votre pratique au quotidien. Alors, je ne sais pas, Antoine, si tu as… Alors moi, je suis à la campagne, hein. Je suis à 45 minutes de Besançon, 35 minutes de Vesoul et 35 minutes de Montbéliard. Je suis dans un triangle où on est un peu tout seul. Donc effectivement, il nous arrive d'avoir recours, et heureusement, à l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU de Besançon, qui nous apporte toujours des réponses limpides et éthiquement passionnantes. On travaille aussi avec l'hospitalisation à domicile, il faut le savoir, en EHPAD, hein, on peut travailler avec l'HAD. Moi, la principale problématique au sein de mon établissement, c'est qu'on a une présence infirmière qui est de plus en plus rare, qui est là en gros sur une demi-journée, avec un petit passage d'infirmière libérale le soir, mais la nuit, je n'ai pas d'infirmière, et entre 14h et 18h30, je n'ai pas d'infirmière non plus. Donc, pousse seringue compliqué, utilisation de midazolam est compliqué. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément mettre en place dans l'EHPAD. Donc, effectivement, l'HAD peut être une bonne ressource en cas de besoin de médicalisation un petit peu plus lourde. Voilà, j'ai appris depuis peu de temps que j'interviens en EHPAD qu'on pouvait travailler avec l'HAD, y compris en EHPAD. Je travaillais avec eux au domicile en tant que médecin traitant, mais pas en EHPAD. Mais ça peut sortir de situations bien, bien difficiles. Et puis oui, le réseau de soins palliatifs, j'ai aussi la chance d'avoir un petit hôpital local à Baume-les-Dames avec des lits de soins palliatifs, un de mes confrères qui est formé aux soins palliatifs et qui, dans les situations les plus délicates, peut nous prendre un résident en fin de vie pour essayer d'avoir une situation plus confortable si nos ressources humaines et techniques sont dépassées. Pareil pour moi, bon, l'équipe mobile de soins palliatifs, nous, on a de la chance. On est en face de l'hôpital, donc on peut y avoir recours très facilement. Je les ai encore contactés hier. C'est aidant, c'est très aidant sur le plan technique, sur le plan éthique. Ils nous aident à pouvoir voir certaines familles. Alors, bon, on n'y a pas recours en systématique, heureusement pour eux. C'est surtout quand on a des situations problématiques où on va s'opposer à telle chose ou telle difficulté. Et ils sont toujours bons conseils et très aidants. C'est à la fois théorique et pratique. En plus, bon, ça nous aide sur le plan légal parce que bon, on aime bien des réunions collégiales et puis se faire aider. Après, je peux comprendre aussi que ça puisse, dans certains cas, pour des médecins extérieurs à une structure qui vont intervenir, puisse être un petit peu chronophage. Voilà. Parce qu'il faut organiser les choses et puis peut-être un petit peu parfois un sentiment de gêne vis-à-vis d'un œil extérieur, mais les équipes mobiles ont toute la compétence formée, donc aidantes à utiliser dès qu'on a moindre difficulté. Dans certains EHPAD, et notamment les EHPAD, un peu comme vous avez le docteur Stabile avec un médecin coordonnateur et plusieurs médecins traitants, il y a des gériatres d'EHPAD qui prônent qu'il y ait médecin coordonnateur et médecin traitant salariés à temps plein sur la structure, parce que des fois les médecins généralistes sont difficiles d'accès, pas toujours formés aux soins palliatifs, encore un peu trop réticents sur les antalgiques notamment. Et on a entendu au cours des débats des situations où l'équipe voulait faire appel aux soins palliatifs et le médecin traitant ne voulait pas, ou alors ne suivait pas les indications de l'équipe de soins palliatifs, parce que ça n'est que des indications et ils n'ont pas un pouvoir de prescription. Est-ce qu'on peut dire que toutes les conditions sont réunies pour, entre guillemets, bien mourir en EHPAD dans tous les EHPAD? Voilà, c'est une question.
Alors là, on arrive dans la question compliquée de la double casquette Oui. du médecin coordonnateur et du médecin prescripteur. Mm. Moi, je suis les deux pour un quart à peu près des résidents et mes confrères interviennent pour le reste. C'est de la diplomatie, clairement. C'est-à-dire que Oui. quand vous avez l'équipe d'un côté qui vous dit mais on ne peut pas laisser le résident comme ça, le médecin d'un autre côté qui dit mais moi ça ne me convient pas, eh ben, on va se mettre autour d'une table et on va discuter comme dans d'autres situations, mais notre rôle est celui-là pour le coup du capitaine du bateau, de mettre tout le monde autour de la table et de restaurer du dialogue. Parce que je pense qu'il faut que tout le monde entende les arguments de l'un et de l'autre et qu'on prenne des décisions en bonne intelligence. On a le cas sur certaines prescriptions. Alors, on peut avoir recours au médecin coordonnateur en cas d'urgence, c'est-à-dire que si le confrère n'est pas joignable, le médecin co l'est, on va lui demander un avis. Alors, est-ce qu'il prend un avis contraire à celui de son confrère au risque de le froisser? Là, on est aussi dans une vraie discussion, mais encore une fois, il faut de la communication, de la confiance. Moi, j'ai la chance d'avoir ce sont mes associés et confrères en même temps. Donc, si vous voulez, c'est une équipe de soins. On est presque une équipe, j'allais dire presque hospitalière, mais on intervient tous les quatre. On se voit au quotidien et on intervient tous les quatre dans l'EHPAD. Donc, au final, on a eu un temps des médecins extérieurs avec qui les communications étaient plus compliquées. Là, au final, je crois que la clé, c'est vraiment d'avoir une très bonne communication entre le médecin co et les différents médecins prescripteurs. Voilà. Je pense que oui, c'est une réelle limite hein, et qui complexifie les choses, le multi-intervenant. Si ces intervenants ne se connaissent pas, ils n'arrivent pas à communiquer qualitativement ensemble. Hein. J'ai mes collègues coordonnateurs des EHPAD de ville publique, donc de Dijon, qui peuvent se retrouver avec 40, 50 médecins traitants différents sur 3 EHPAD. C'est galère. C'est galère. Il y en a un tiers qui accepte cette gériatrisation, cet accompagnement, un tiers qui dit faites ce que vous voulez et un tiers qui dit de quoi je me mêle, pour un peu imager les choses. Après, pour revenir à l'équipe de soins PAL, j'aurais imaginé, mais ce n'est que théorique pour moi, parce que je suis adossé au CHU et qu'on peut faire de l'IV H24 dans nos unités d'EHPAD et que le midazolam, il est dans toutes les unités et qu'on peut le déclencher sans l'accord du soin PAL. J'aurais tendance à dire que dans les situations à risque de fin de vie symptomatique, c'est raisonnable d'essayer d'anticiper, et ce n'est pas quand il y en a besoin qu'il faut qu'il passe, il faut qu'il passe de manière anticipée pour pouvoir mettre en place une démarche anticipée, des prescriptions anticipées qui vont favoriser la non-hospitalisation, qui vont favoriser la mise en place de tel ou tel médicament plus ou moins facile d'accès, qui pourrait peut-être être discuté dans la pharmacie de chaque EHPAD pour pouvoir réagir dans l'urgence. Et cette réaction pourrait être déclenchée, on imagine, par ce médecin qui passe, parce qu'il y a déjà tout ce background mis en place. Là, il devient trop symptomatique. Si je ne l'hospitalise pas, qu'est-ce que je peux faire sur place? Donc, je pense que l'équipe mobile elle a un rôle prépondérant à jouer d'anticipation des fins de vie symptomatiques et inconfortables. Et c'est là où on gagnera sur le bon mourir et le bien mourir en EHPAD quand on n'a pas les moyens autonomes de mettre en place tout ça rapidement, de jour comme de nuit. Ce qui est notre cas, et c'est ce qui est un confort, on est bien d'accord. Alors, pour essayer de tenir… Pardon. Juste une toute petite remarque, ouais. Au niveau effectivement de la disponibilité des médecins traitants, parce que finalement c'est ça le problème, c'est le médecin généraliste est débordé au cabinet, n'a plus de temps. Nous on a la chance dans le petit établissement d'arriver à avoir un médecin traitant pour chaque résident, mais on sait qu'on a des établissements de plus grosse capacité à côté de chez nous qui n'ont pas cette chance d'avoir ne serait-ce qu'un médecin traitant pour tous les résidents. Moi, je me suis beaucoup appuyé, s'il y a des médecins co ou des directeurs d'EHPAD qui nous écoutent, sur la CCG, la commission de coordination gériatrique, qui est normalement une obligation, mais qui permet de réunir 1 à 2 fois par an normalement l'ensemble des intervenants médicaux. J'ai été en formation de médecine de coordination à Lyon avec des collègues qui me disaient « mais moi je suis médecin généraliste, j'ai reçu l'ordre du jour de la CCG, ça m'embête complètement d'y aller, je ne vois absolument pas l'intérêt d'aller m'embêter à un truc de gériatrie comme ça ». Et ben, au final, nous, on l'a transformé en réunion d'échange et effectivement, comme on l'a dit, de se connaître les uns les autres. Prof APA, psychologue, diète, enfin tout le monde autour d'une table avec des thématiques gériatriques effectivement, mais kiné, enfin tout le monde autour d'une table. Et finalement, ça permet de restaurer un travail d'équipe. Alors avec 50 intervenants, comme le disait le docteur Mazen, ça peut être compliqué, mais nous, on est une petite équipe d'une quinzaine d'intervenants médicaux et finalement, ça fédère et ça permet de communiquer autour des résidents et de se connaître, comme on l'a dit encore une fois.
Merci beaucoup. Malheureusement, on arrive un petit peu à la fin du temps imparti. Peut-être en conclusion, est-ce qu'on peut considérer que les EHPAD sont des structures adaptées pour accompagner au mieux les résidents en fin de vie, parce que à propos de double casquette, l'EHPAD, elle a la double casquette d'être un lieu de vie et un lieu de soins et un lieu de fin de vie. Et là, j'ai vu passer beaucoup de commentaires. Est-ce que vous vous réunissez? Est-ce que il y a des temps avec les familles, des temps en équipe, des temps avec les psychologues, hors réunion pluridisciplinaire pour aborder la fin de vie? Moi, je pourrais juste dire que dans les débats de fin de vie qu'on a fait, celui qu'on a fait en EHPAD, le directeur était désolé, il n'avait pas réussi, malgré toutes ces annonces, à avoir beaucoup de résidents et de familles, parce qu'ils avaient tous trouvé plein d'autres trucs à faire plutôt que de parler de la mort. Et donc c'est pas si simple. Non. Heureusement que les EHPAD sont adaptés à la fin de vie, parce que, hélas, on y est confronté, ne serait-ce que par l'âge ou la pathologie de nos résidents. Donc, oui, mais je crois que surtout, on fait comme on peut sur la fin de vie, comme partout, comme à domicile, comme à l'hôpital. Et on essaye de faire au mieux en fonction des moyens que nous avons, des équipes, du temps et puis des différentes difficultés rencontrées. Donc, je crois que, je me garderai bien de donner des conseils. Je pense qu'il faut essayer, j'essaye de faire le moins mal possible. Voilà, c'est surtout ça. En tout cas, pour conclure, parce qu'effectivement, on arrive malheureusement à la fin de ce webinaire, je pense que ça reste une question complexe. On voit bien la pluralité des exercices et des stratégies que chacun a mis en place en fonction des contraintes. À la fois l'EHPAD finalement un peu plus médicalisé parce qu'en proximité de la CHU, un EHPAD où finalement, Bruno, vous êtes tous formés en gériatrie, c'est pareil, qui modifie un petit peu les choses, des médecins généralistes, alors plutôt du côté d'Antoine, un peu plus éloigné en tout cas, et puis vraiment avec un médecin coordinateur et plusieurs intervenants en médecine générale. On a pu quand même bien échanger sur les directives anticipées qui restent complexes et finalement, peut-être que pas s'en affranchir, parce que bien sûr, ça reste la loi, mais en tout cas, la transformation en niveau de soins qui est proposée par le docteur Mazen est très intéressant puisque ça permet quand même de donner, en tout cas, une forme de conduite à tenir ou de donner une appréciation par le médecin qui est en suivi, en charge de ce résident et qui ne pourra jamais anticiper tout ce qui pourrait advenir et de laisser finalement la décision, quand ce n'est pas possible de faire autrement, avec le plus d'informations possible pour le médecin urgentiste qui devra décider. Des familles qui finalement peuvent paraître bloquantes, mais peut-être dans une forme de méconnaissance du quotidien aussi de leurs proches, alors soit un défaut d'intégration entre guillemets dans la pratique de soins courantes, mais qui a très bien été dit aussi par le docteur Mazen, de dire qu'on n'est pas dans une société où, en tout cas culturellement, c'est plus difficile d'admettre la dépendance, la mort, que dans d'autres sociétés où ça va être peut-être plus simple, en tout cas plus inclus dans une culture globale. Et puis de voir qu'il y a des équipes qui sont effectivement ressources, qui peuvent permettre en tout cas de s'appuyer sur un autre point de vue, mais que ces équipes, elles sont quand même source, en tout cas, de besoin d'une temporalité, en fait, qui n'est pas toujours accessible et permis en fonction du type d'exercice en EHPAD. On comprend bien que réunir 50 médecins généralistes, même si ce n'est qu'une fois par an, autour de projets de soins, c'est un peu irréaliste dans l'absolu, mais que ça reste des équipes qui peuvent être ressources et qu'on a vu à travers vos témoignages, je trouve des belles, en tout cas des belles façons d'essayer de mettre en place des choses dans vos structures respectives pour essayer d'être au mieux et de faire au mieux pour ces résidents et pouvoir effectivement devenir, entre guillemets, plus qu'un lieu de soins, mais aussi un lieu de soins et de vie, mais aussi un lieu de la fin de la vie, quoi. J'ai trouvé qu'à travers les expériences que vous avez pu donner, c'est vraiment très riche, en tout cas, de partager vos expériences et ce que vous avez pu mettre en place dans vos structures respectives.
Oui, un grand merci à vous. Et juste pour terminer, pour répondre à une des questions qui reste sur le fil, non, la fin de vie n'est pas que médicale et les médecins ne se préoccupent pas que de la fin de vie en EHPAD. Et l'accompagnement de fin de vie, c'est l'accompagnement de tout un processus de vie qui va à son terme. Et il est hors de question de scinder la vie puis la fin de vie. C'est un continuum. Et particulièrement chez les personnes âgées qui, des fois, nous, on les appelle nos petites flammes, celles qui s'alimentaient de l'air du temps et qui pouvaient être des mois comme ça dans une sorte de no man's land qu'on ne comprenait pas bien, mais des fois, l'aide-soignante disait « Ah bah tiens, elle a éclaté de rire ce matin ». Donc voilà, je crois qu'il faut être très humble et accompagner en fait la vie jusqu'au bout et pas simplement médicalement, mais tous ensemble. Oui, ben merci à tous de vous être connectés. Merci à nos intervenants d'avoir répondu favorablement à notre invitation.